Dans son journal intime, il écrivait à la clinique: quelle ne fut pas ma surprise de découvrir une petite fille de 8 ans, Marianne, presque nue, car elle ne portait qu'une petite culotte rose quand je suis rentrée dans le box. J'ai regardé son entrecuisse quand elle s'est allongée sur la table et j'ai eu devant mes yeux le spectacle merveilleux du tissu de son slip qui s'insinuait dans sa fente. J'ai longuement caressé son ventre nu et contemplé sa poitrine, encore bien plate de petite fille imberbe. Je ne vais pas parler des viols. Je suis née du coup en septembre 94 à Vannes, dans la clinique du Sacré-Cœur, et j'ai actuellement donc 30 ans. Et j'ai une enfance plutôt difficile. J'étais hypersensible, j'avais des problèmes avec la gestion de mes émotions. J'ai subi beaucoup de harcèlement scolaire lorsque j'étais au collège, et notamment également en primaire d'ailleurs. Ça a été assez compliqué pour moi et j'étais assez seule durant cette période parce que j'avais l'impression d'être en décalage avec les autres. Lorsque j'ai commencé à avoir 15-16 ans, je me suis rendu compte que je n'avais pas la même attirance que les autres personnes. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'avais pas de montée de libido en fait lorsque j'étais jeune. Donc je me suis posé beaucoup de questions sur ma sexualité en début de la vingtaine. Et vers les 22-23 ans, j'en étais même venue à penser que j'étais asexuelle. J'avais fait une croix en fait sur le fait d'avoir même une relation un jour. J'allais mal, j'avais des problèmes pour communiquer et j'avais tendance à me sentir en fait très mal à l'aise et très en décalage par rapport aux autres. J'ai même fait une dépression du coup lorsque j'avais 21 ans. Je ne comprenais pas mon mal-être, je ne comprenais pas d'où ça venait et tout a changé à partir de mes 25 ans, le jour de mon anniversaire. J'ai été appelée par ma mère qui m'a prévenu en fait que la police et la gendarmerie nous avaient contactés donc du coup en juillet 2019. Elle m'a informé que j'étais notamment dans une affaire, donc j'étais impliquée dans une affaire avec un pédocriminel. En fait, elle m'a raconté l'histoire de la petite fille de Jonzac qui s'était fait violer par son voisin, un ancien chirurgien. Donc du coup, elle m'a dit que j'avais été opérée par ce chirurgien. À ce moment-là, j'étais en état de choc, je suis tombée des nues. Je suis rentrée chez moi, elle m'avait pas donné l'état, je me disais peut-être que c'est pas si grave que ça, peut-être c'est juste une caresse ou une agression que j'ai subie par ce pédocriminel. Je suis rentrée après en urgence à Vannes pour lire les écrits qui avaient été faits sur moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert que en fait le Squarneck m'avait agressé sexuellement une première fois alors qu'il était en train de me faire une auscultation. Moi j'étais à ce moment-là en panique parce que j'avais une appendicite qui a eu des complications et ça se transformait en péritonite. J'ai été emmenée en fait en urgence dans le bloc opératoire. Et d'après ce qui a été écrit par le Squarneck, il m'aurait violée une première fois alors que je n'étais pas encore dans le bloc. J'étais réveillée puisque j'ai lutté d'après ce qui a été écrit. J'ai fait une amnésie traumatique totale de cette partie-là. Et ensuite, il en a profité alors que j'étais en train de me faire opérer pour me violer une deuxième fois. Il avait écrit mon prénom, mon nom, description physique, mon adresse. Et à côté, il y avait un commentaire sur effectivement ce qu'il avait fait, dans absolument tous les détails et de toute façon très imagé, on va dire. C'est assez perturbant de lire ce genre de détails. On se dit mais de qui il parle? Est-ce qu'il parle de moi? On dirait vraiment qu'il parlait d'un objet. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on était en fin de compte, nous les victimes. On était juste des noms. C'était un tableau de chasse pour lui en fait. On est 299, mais avéré, plus une quinzaine de faits prescrits et beaucoup de victimes qui n'ont pas été identifiées tout simplement parce que une partie des carnets ont été brûlés en 96. Moi personnellement, quand j'ai appris ça et que j'ai lu tout cela, ça a été un moment de délivrance. C'était en fait un bout de puzzle qui manquait dans mes questionnements sur les 5 dernières années. J'ai compris en fait que finalement, voilà, je n'étais pas bizarre, mais que j'avais juste été traumatisée. Et ça m'a permis de me reconstruire plus tard parce que je pense qu'effectivement, au stade où j'en étais, j'avais absolument à tout abandonner, quoi. Est-ce qu'un jour, le souvenir s'est réveillé à vous? Récemment, je suis retournée au procès donc en février. J'ai vu le Squarneck notamment en visio.
J'ai commencé à faire de l'EMDR avec un psychiatre et des souvenirs sont venus et commencent à se redéclencher. Que je revois notamment le Squarneck. Il a la cinquantaine, il a un regard perçant, il est en train de me fixer. Et c'est juste des flashs qui reviennent, des flashs qui viennent à des moments, parfois en terreur nocturne, la nuit. Les 4 derniers mois étaient assez compliqués à vivre. J'ai essayé d'avoir des relations plus tard également. Bon, c'est pas toujours évident parce que j'ai toujours cette honte par rapport à ce qui m'est arrivé. J'en parlais à personne, en fait, je cachais. Et d'ailleurs, c'est assez récent que je commence un peu à m'ouvrir et que je commence un peu à libérer la parole. Je vais pas vous mentir, j'ai lu par hasard les faits qui étaient sur une victime qui avait 18 mois, un viol. J'ai dû aller vomir. Il avait une fille de famille, il a 3 enfants. Le fils aîné avait une petite fille également qui a été violée par le Squarneck. Le Squarneck était vraiment absolument odieux, c'est-à-dire qu'il avait à côté de cela des images de décapitation, de crucifixion d'enfants. Il se masturbait dessus. Il a violé ses 2 chiens, il a violé son chat, il a pris des photos. Il faisait des goûters et des gâteaux avec ses excréments qu'il ramenait à l'hôpital et qu'il partageait avec son entourage. Voilà, c'est à peu près ce degré de perversité. Le procès s'est ouvert le 24 février dernier. Comment l'avez-vous vécu ? Personnellement, j'avais pas accès à tout, en fait, les informations. Je découvrais certains détails dans la presse. Ça, je trouve que c'était un manquement. En tout cas, il y avait un problème de communication avec les victimes. On a aussi eu la problématique du fait qu'on était trop nombreux, donc on n'était pas en fait en face avec le Squarneck. On était dans une salle déportée. Donc j'avais l'impression d'observer finalement un film qui se tenait devant moi dans un amphi avec une immense diapo. Personnellement, j'en veux même pas forcément à le Squarneck parce que, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, c'est quelqu'un, je le vois, je le visualise même plus comme un humain, c'est quelqu'un, il m'a considéré comme un objet du début jusqu'à la fin. Je me suis tournée vers lui d'ailleurs pendant mon procès et je lui ai dit que je n'attendais même pas ses excuses. Par contre, le procès, ce qui m'a marqué, c'est le manque d'implication de la part de l'ordre des médecins qui a osé se porter partie civile, alors que l'ordre des médecins savait qu'il était pédophile depuis à peu près 2005. En fait, le Squarneck avait été condamné, il y a eu une grande opération du FBI à une époque, et on avait déjà découvert qu'il avait des revues pédopornographiques et des images pédographiques sur son ordinateur. La justice l'a condamné notamment à 4 mois de prison avec sursis, mais l'ordre des médecins, les hôpitaux, etc. ne se sont pas dit « Tiens, il faudrait peut-être qu'on l'interdise de travailler avec des enfants ». Ou peut-être juste même le suspendre parce que un chirurgien qui est pédocriminel, ça peut poser un problème au niveau de l'éthique. L'ordre des médecins l'a quand même convoqué. Je crois qu'il y a à peu près 16 personnes de l'ordre des médecins qui l'ont convoqué pour poser des questions par rapport à son arrestation. Ça a duré 40 minutes et en fait le Squarneck est sorti, il a dit en fait j'ai rien lu. Il a senti une impunité, il a même marqué dans ses écrits qu'il se sentait soutenu. En fin de compte, parce qu'au final, personne ne disait rien. Au tout début du procès, j'avais pris un badge rouge parce que je souhaitais pas être contactée par les médias. Et au final, vu l'avancée du procès, j'ai commencé à vouloir vraiment me dévoiler, notamment parce que je suis outrée par pas mal de sujets, donc notamment l'ordre des médecins, les institutions qui n'ont toujours pas évolué. C'est assez récent, ça fait à peu près un mois que je me suis inscrite et que j'ai rejoint un groupe du collectif de victimes. Nous, on a été surpris de voir qu'aucun politique ne se soit approprié l'affaire, qu'il n'y a eu aucune commission interministérielle qui s'est mise en place. On essaie un petit peu de proposer des idées, mais on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. On a l'impression de ne pas avoir été vraiment considéré. Peut-être que c'est parce qu'on est trop nombreux, peut-être que parce que pour la plupart des gens, c'est juste un fait divers, mais il y a un vrai problème d'inertie et un vrai problème d'omerta. On aimerait notamment, en premier lieu, qu'il y ait la reconnaissance de la sérialité, comme circonstance aggravante, parce qu'on considère qu'une personne qui a fait 300 viols ne devrait pas être punie de la même façon qu'une personne qui a violé une personne. C'est reconnu dans le cas des meurtres, c'est reconnu dans le cas des violences, c'est quelque chose qui est assez reconnu, mais il semblerait que, au niveau des violences sexuelles, ce soit pas encore le cas. On aimerait qu'il y ait une responsabilisation des autorités de la santé, du ministère de la Santé également, et de l'ordre des médecins. On aimerait également qu'il y ait l'application de l'article L41
13-14 du Code de la santé publique. En fait, c'est lorsque un médecin qui est en phase d'enquête médicale, qui est une suspension immédiate finalement de ses fonctions. Et moi personnellement, donc c'est à titre personnel, j'aimerais militer pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur les enfants. Donc, parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai subi une amnésie traumatique. J'ai été réveillée pendant le premier viol. Je ne m'en souviens pas. J'avais lu dans un rapport de victimologie et de traumatologie que 80% des enfants n'avaient pas de souvenirs. J'aimerais qu'on suive les recommandations de la Ciivise qui préconisait l'imprescriptibilité des crimes sexuels. J'aimerais qu'on suive également les recommandations du Conseil de l'Europe, la Belgique, la Suisse, on a encore le Danemark ou encore les Pays-Bas qui ont reconnu l'imprescriptibilité. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait alors que pourtant le mandat de Macron était justement porté sur la lutte contre ce genre de violence. Je connais une personne qui a eu ses souvenirs qui se sont dévoilés vers la cinquantaine. Et pourquoi ? C'est parce que son frère, qui l'avait violée du coup, venait d'avoir une petite fille. Elle a décidé de briser l'omerta familiale, elle en a parlé, elle s'est fait rejeter par toute sa famille. Elle s'est ensuite confiée, elle allait voir la justice et elle s'est prise en fait une deuxième claque dans la figure avec la justice qui lui répond prescrit. Vous imaginez pas à quel point c'est difficile de se retrouver devant la justice et de se faire également abandonner par le système judiciaire. Ne pas être même entendu et ne pas avoir même la possibilité juste d'ouvrir la parole. En fait, il y a un tabou par rapport aux violences sexuelles sur les enfants et je pense que le public n'est pas prêt à entendre toutes ces choses parce que ça dérange et que ça fait mal. Sauf que ce genre de blessures, en fait, c'est des blessures psychologiques qui vont nous détruire de l'intérieur, qui vont vraiment nous faire poser des questions, nous créer un gros mal-être. Et moi j'ai l'impression que cette blessure, elle m'a privée d'années de bonheur parce que j'étais en train d'essayer de me reconstruire plutôt qu'avancer.